va reprendre notre souffle et se poser, revenir à Homère, chanter la poésie, lui redonner l'épopée et la présence au monde. Merci André Velpeter d'être avec nous. Vous êtes poète, vos textes sont lus dans de nombreuses langues, traduits, on peut le dire. Vous avez co-créé le Printemps des poètes en France et vous venez de recevoir le prix Apollinaire. Bravo pour votre dernier recueil chez Gallimard. Séduire l'univers, précédé d'À contre-peur. Des textes composés durant le confinement? À contre-peur, oui. Oui. Et qui vibre comme un grand sursaut, c'est d'ailleurs le titre du premier texte, poème. Exactement, comme un appel à vivre. Oui, après ce qu'on vient d'entendre, j'avais l'impression que le grand sursaut, au moment du début du confinement, il faudrait le relire tous les matins, quoi. Vous vous rendez compte ce qu'on vient d'entendre, toutes les nouvelles que... Je vous sens très touché. Oui, bah oui, c'est malheureux, trafiqué par... on n'a même pas les mots tellement... Et puis, ça se succède. Vous vous rendez compte, les 4 ou 5 informations que vous avez données, elles sont toutes pires les unes que les autres. Alors, qu'est-ce que peut la parole poétique par rapport à ça? Certainement parler autrement. Et il y a un poète d'origine roumaine qui écrivait en français, qui s'appelait Gerasim Luca, qui a beaucoup joué avec le français, avec les mots sur le français. Et c'est là où on se rend compte peut-être de ce que peut arriver à dire la poésie très en amont, très en avance. Il y avait une phrase de lui qui disait « Comment s'en sortir sans sortir ?» Dans les deux écritures de « s'en sortir », comment arriver à échapper, comment arriver à échapper alors qu'on n'a pas le droit de sortir. Et c'était une phrase qu'avait écrite Gerasim Luca, comment s'en sortir sans sortir. Et c'était dans cet état-là que j'étais au moment où on a décidé du premier confinement. Et j'ai essayé, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas le droit de sortir, je suis confiné chez moi. Je vais essayer de voir comment je réagis à ça, en conscience. Comment je peux essayer d'inventer une parole qui ouvre l'espace au lieu de le rétrécir. Confinés nous sommes, mais pas finis, pas interdit d'orgueil, ni de muscles, ni de paroles. Enfermés au dehors, libres au dedans, à l'assaut de ce qui sauve, le vertical en nous, le sommet qui a force d'âme. Aller chercher le vertical, c'est ce qui sauve. Quand on ne peut pas faire autrement, au moins lever les yeux et regarder le ciel qui, lui, est infini. Donc tout ce qu'on essaye de nous retrancher en nous sédentarisant, essayons au moins de le gagner en nous évadant. Votre livre est parsemé de ciel, justement, plus ou moins gris, plus ou moins sombre. C'est une amie peintre qui s'appelle Marie-Dominique Kessler qui a imaginé une calligraphie du ciel au début du confinement. Je lui ai demandé pour le premier jour. Et donc, en fait, elle écrit le ciel. Elle écrit le ciel. Et je lui ai donné quelques dates depuis l'endroit où j'étais à ce moment-là. Et c'était l'état du ciel. Et ça donne des calligraphies assez extraordinaires, en général plus lumineuses même que l'ordre des jours à ce moment-là. Je lève les yeux au ciel, jamais aux cieux, et privilégie la forme plurielle, puisqu'il y a tant de ciel aux horizons des planètes, des étoiles, des nébuleuses, des univers. J'envie les comètes qui vont mourir d'un ciel à l'autre. Pour vous, la poésie, c'est un chant, c'est un rythme, c'est un souffle, clairement. On va vous écouter dans ce livre récital avec Gaspard Claude jusqu'au bout de la route. La tragédie mène son train et j'en connais le sens. Mais il n'y a pas à rameuter cet esprit de sérieux qui pollue nos jouvences et nos sources. Si l'axe du monde est en vue, ce pourrait être un pèlerinage à Shiva, à Demchok et d'Orgé Pangmo, histoire de relancer en douceur un cycle affranchi des enfers ordinaires. Mais pour vous, musique et mots ne vont pas l'une sans les autres. Surtout avec Gaspard Claude au violoncelle. Avec qui vous travaillez souvent. Avec qui je travaille souvent et qui est un immense violoncelliste, un improvisateur étonnant. Ce qu'on vient de voir a été improvisé. Il y a eu une seule prise. C'était chez Bartabas à Aubervilliers. Zingaro, tout à fait, sur lequel vous avez beaucoup écrit. Là. Oui, sur lequel j'ai aussi beaucoup écrit. Et j'avais donc ce lieu à disposition. Et on a véritablement tourné très, très, très vite. C'était magnifique. Et avec lui, c'est formidable parce qu'il porte les mots. Vous aimez aussi beaucoup la musique indienne. On va écouter un instant avec Hariprasad Chaurasia.
Prasad Chorazia, votre flûtiste préféré, me Oui, disiez-vous, oui, je et que vous l'écoute écoutez tous les jours. Oui, pratiquement tous les jours. C'est pourquoi? Parce que ça ouvre l'espace. Quand vous commencez à écouter Chaurasia, vous avez l'impression que non seulement l'espace s'ouvre, mais votre espace intérieur s'ouvre également. Il nous donne plus d'horizons, plus d'infini, dirons-nous. Et c'est aussi, ça vient aussi parler de vos voyages. Vous êtes allé un peu partout. Ça vous a rempli, ça vous a nourri. Beaucoup en Orient. Beaucoup en Orient. Oui, c'est un art de vivre oui, j'ai choisi. Vous parliez de pleine conscience tout à l'heure. J'ai choisi cet art de vivre-là très tôt. Et les pays dans lesquels j'ai vécu, l'Afghanistan, l'Inde, le Tibet, surtout l'Himalaya. Et puis il y a une chose égoïste que je dois quand même dire, c'est que franchement, quand vous êtes au-dessus de 4000 mètres, vous êtes vraiment bien à l'abri de beaucoup de choses. Il y a des livres qui vous ont poussé au bout du monde aussi, dites-vous. Lesquels? Il y en a plusieurs. Il y a le tout premier, je pense, qui m'a mis en route pour aller au Tibet, c'est une Parisienne à l'Assad, Alexandra David-Nel. Un autre livre, Le chemin des nuages blancs, d'un Allemand qui s'était converti et qui signait Anna Govinda. Et puis un texte, un extrait d'Équipé de Ségalen, où il arrive en haut d'un col, et les 10 lignes qu'il a écrites sur cette arrivée en haut d'un col, je lui envierai toujours, parce que c'est exactement la sensation que j'ai eue 10, 20, 100 fois en arrivant à 4005, 5000 mètres, cette façon de basculer dans l'espace. Justement, oui, vous parliez de l'Himalaya, vous en parlez encore à nouveau. Il est souvent question de monts, de montagnes, il y a bien sûr le Ventoux aussi, et les autres. Fascination pour les sommets, pour l'accès au ciel, justement. Encore cette histoire d'espace. Oui, vous savez, quand vous êtes très haut, quand vous montez au-dessus de 5000 mètres ou quelque chose comme ça, beaucoup de choses s'inversent. On a souvent l'impression... gravir un col, ça peut être très rude, ça peut être le souffle, les muscles, etc. Donc on peine en montant, il y a un effort. Et on a l'impression que quand on va arriver au col, on va pouvoir s'appuyer contre le ciel. C'est une illusion, mais une illusion extraordinairement forte, et elle vous permet de continuer l'ascension. André Welter, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez quelques mots à nous dire, quelques vers au monde, puisqu'on est sur une chaîne internationale? Ne cédez rien, ne cédez pas un pouce de votre cœur. On va rester là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Séduire l'univers, précédé d'A contre peur et publié chez Gallimard. Merci André Welter d'avoir été avec nous. Merci à vous.